Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille, dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invitée du jour, la comédienne Géraldine Pellas. Depuis plus de 20 ans, Géraldine impose sa grâce singulière et sa profondeur troublante dans le cinéma français. Fille de Roger Pellas, galeriste de renom à Marseille, elle a baigné dans l'art dès l'enfance et cela a marqué l'ensemble de son parcours. Aujourd'hui, elle vit à Paris, mais Marseille reste sa ville de cœur. Je vous laisse découvrir notre conversation. Géraldine, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse, car je sais que même si vous êtes très parisienne depuis de nombreuses années, Marseille reste votre ville de cœur, la ville de votre enfance. Oui. Alors nous nous rencontrons aujourd'hui à Paris. J'aimerais savoir ce qui vous vient spontanément à l'esprit si je vous dis Marseille. Alors ça se prépare comme question. Et non, justement. Non. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc qui a un rapport avec aujourd'hui vraiment, c'est-à-dire que ce matin, je me suis penchée sur des photos d'enfance que je devais rassembler pour les proposer à la chef déco du prochain film que je tourne dans un mois. Ouais. Donc évidemment, du coup, à travers cette recherche, à nouveau, des images de Marseille, de mon enfance, de mes grands-parents aussi, qui ont ressurgi. Donc c'est ça qui est tout frais aujourd'hui de Marseille dans ma tête. C'est votre enfance. Et justement, quel souvenir gardez-vous de cette enfance marseillaise ? Un souvenir studieux. Ouais. Pourquoi ? Parce que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai aimé apprendre, étudier. La curiosité des apprentissages, c'était, je pense, la chose qui m'a motivée depuis ma plus tendre enfance, en fait. Donc c'était aussi par rapport à travers des choses de l'exigence et de l'excellence de la danse, mais beaucoup par rapport à l'école. J'adorais ça. Voilà. Je fais partie probablement de ces rares individus c'est ce que j'allais dire, qui ont aimé aller à l'école dès les premières heures, en fait. J'ai vu cet endroit comme une sorte de paradis pour les cerveaux aiguisés et voilà. Il faudra que j'en touche un mot à ma fille alors. Alors Marseille, vous la quittez très tôt, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre Toulouse où vous vous consacrez à la danse. À ce moment-là, comment vous le vivez ce départ ? Est-ce que c'est une forme de déracinement ou un grand bonheur d'aller vivre de votre passion ? C'est forcément un mélange vraiment très, très étrange parce que c'était finalement presque une sorte d'injonction de la part de mon père que j'avais, que j'ai entendu comme ça en tout cas. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, effectivement, je me suis retrouvée quand même très jeune, 15 ans, c'est pas vraiment l'âge où on a vraiment les armes pour quitter la maison. Mais je me suis retrouvée à faire un stage dans une école de danse qui était vraiment, sans aucun doute, une des meilleures écoles en France. Et ça avait été un moment assez violent pour moi. Mes parents étaient venus me chercher, parce que j'avais 15 ans. On venait me chercher. Ils étaient venus me chercher à la fin de ce stage et j'étais en fait extrêmement entamée par le niveau que j'avais constaté qui était différent de celui que je pensais avoir. Et mon père m'avait dit, mais si tu veux être danseuse, tu sais ce qu'il te reste à faire, en gros. Et j'ai dit, d'accord. Alors que j'avais des problèmes de séparation immenses, que je ne pouvais même pas aller dormir chez des amis, tellement ça me rendait malade. Je me souviens d'avoir vomi dans les mains de la mère d'une copine quand j'avais 9 ans, parce que je ne pouvais pas dormir chez quelqu'un. Je ne pouvais pas me séparer. Ouais. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, effectivement, je me suis arrachée en fait, à ma famille, à ma maison et à ma ville.
pour aller à Toulouse, qui est, ceci dit, une ville extrêmement agréable pour atterrir quand tout à coup on quitte le nid. Franchement, c'était vraiment une année très agréable, de ce point de vue-là en tout cas. Mais voilà, donc j'ai plutôt vécu ça comme un arrachement. Après, je pense que ça a aussi, pas vraiment fait naître, mais ça a aussi confirmé le fait que j'avais un tempérament comme ça de warrior, quoi, que quand les obstacles se dressaient devant moi, je devais trouver les moyens de les abattre et que c'était quelque chose qui allait conditionner probablement la suite de ma vie, même si depuis les choses se sont quand même apaisées, que je vis pas les choses avec autant de pugnacité, on va dire, ou autant de rage, mais ça a été un moment très très important dans ma vie, vraiment fondateur, quoi. Déjà, cette discipline, la danse, elle est quand même très difficile. On la choisit pas par hasard en général. Oui, il y avait quelque chose vraiment de l'ordre du sacerdoce, quoi. Je renonçais à mon adolescence, vraiment. Je faisais une croix dessus parce que la danse, cette école de danse nous demandait de danser 8 heures par jour. On vivait seul, soit dans des foyers, soit dans des familles, soit dans des appartements. Et 8 heures par jour, c'est quand même, c'est le temps scolaire a priori, et de faire les études scolaires par correspondance. Donc il fallait quand même être très très motivé, et il n'y avait pas énormément de place pour le reste. Mais voilà, pour moi ça n'a duré qu'1 an, parce qu'à la fin de cette année-là, les choses ont changé, mais c'est évidemment une année essentielle dans ma vie. C'est une blessure qui fait que les choses changent à la fin de cette année-là. Et c'est à ce moment-là, un peu par hasard, que vous allez vous lancer dans le jeu, la comédie. Donc finalement, pas de retour à Marseille. En fait, c'est lié à Marseille aussi, parce que c'est mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami depuis que j'ai 11 ans, qui vit toujours à Marseille d'ailleurs, qui avait fait des photos de moi, comme beaucoup d'adolescents à un moment donné qui prétendent vouloir être photographes, décident de photographier leur petit ami ou leur copain, enfin bref. Et voilà, et en fait ces photos-là ont généré la curiosité d'un jeune metteur en scène qui cherchait quelqu'un pour jouer dans un clip, donc vraiment rien ne laissait supposer que ça allait déboucher ensuite sur d'autres choses et sur le fait que j'allais devenir actrice et que ça allait être mon métier, quoi. Ouais. Enfin, si tant est que ce soit un métier, mais... Vous qualifieriez ça de quoi, si c'est pas un métier ? Être comédienne, c'est quoi ? Non, c'est clairement un métier. Non, en fait, c'est clairement un métier. Je sais que beaucoup de comédiens font une sorte de distinction, parce que c'est d'abord une passion, mais en fait, moi, c'était pas une passion d'être comédienne. Ma passion, c'est le cinéma, mais ma passion, c'était pas d'être comédienne. Donc, en fait, oui, disons que c'est ma fonction, on va dire. Voilà, c'est la fonction que j'occupe dans le cinéma, parce que c'est la meilleure place que j'ai trouvée pour pouvoir faire du cinéma, qui est ma passion. À vos débuts, vous êtes perçue comment ? Est-ce que le fait d'être marseillaise compte quand on arrive à Paris, comme ça, qu'on débarque ? Alors, en ce qui me concerne, la chose récurrente, c'est tu es marseillaise, mais tu n'as pas d'accent. C'est ça, voilà. Classique. Voilà. Ouais. Donc, quand on est comédienne, c'est une chose qui soulage énormément les gens que vous croisez, qui disent voilà, c'est toujours ça de gagner, on n'aura pas à lui faire perdre son accent. Mais voilà, j'ai pris ça comme argent comptant. Vous trouvez ça bien, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, c'était pas mon problème, mais si ça soulageait tout le monde, ça allait sûrement me faciliter les choses aussi, et c'est probablement le cas d'ailleurs, mais voilà, c'était pas un problème pour moi, quoi. Alors ensuite, tout va très vite, les rôles s'enchaînent, et à 20 ans, vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans le film de Claude Pinoteau, La neige et le feu. À ce moment-là, vous êtes certaine d'avoir trouvé votre voie ? La danse, est-ce que ça reste une blessure, un manque à ce moment-là, ou vous êtes sûre d'être là à la bonne place ? Par rapport à la danse, vous dites une blessure, vous avez précisé que c'était sur blessure que les choses avaient effectivement changé du jour au lendemain, et c'est vraiment ça, parce que je m'étais fait une entorse. Donc du coup, c'est encore une fois un arrachement. C'est-à-dire quelque chose quand même que je n'ai pas résolu, que je n'ai pas entouré de mots vraiment et d'une réflexion. C'est quelque chose qui s'est produit, et une chance que j'ai saisie. Donc il y avait eu l'injonction de mon père, et là il y a eu l'injonction d'une certaine façon de mon corps. Et je pense que c'est des choses aussi auxquelles je réagis bien. Je pense être à la fois très dans le contrôle, mais aussi avoir une vraie forme de spontanéité. J'aime bien quand on me sollicite comme ça à la dernière minute. Je me rends compte que j'ai pas besoin de tant de préparation que ça, qu'au contraire, j'aime bien pouvoir produire quelque chose de façon immédiate. Je trouve ça très agréable, et je pense que ça correspond bien au cinéma, en fait, où finalement je m'ennuie toujours énormément quand les tournages prennent beaucoup de temps, alors que si on n'a pas de temps, pas d'argent, je devrais pas dire ça, mais on fait une prise et je suis contente, en fait. J'adore
tout mettre à disposition pour cette prise qui est précieuse. Et voilà, bref, donc je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Oui, par rapport à l'arrivée dans le cinéma. Non, alors là, c'était pour moi totalement mêlé à un sentiment d'usurpation, en fait aussi, parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, les comédiens, les acteurs disent souvent que ce n'est pas un métier, que c'est une passion. Et moi, j'avais jamais voulu être actrice. Je voulais être danseuse. Ma passion, c'était ça. Et le cinéma à côté, mais comme spectatrice, comme cinéphile, quoi. Et tout à coup, j'étais tellement bien accueillie dans ce milieu qui a la réputation d'être tellement difficile d'accès que j'étais forcée de m'interroger. Et c'était assez étrange. En même temps, j'ai moi-même accueilli la nouvelle que j'étais bien accueillie, mais voilà, c'était particulier. La seule chose que dont ça m'a fait prendre conscience, c'est que ça me donnait une vraie liberté de choisir à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment un truc génial, parce que comme je n'ai pas voulu être comédienne à tout prix, je voulais pas faire des films à tout prix, je voulais pas travailler avec tous les metteurs en scène qui pouvaient éventuellement se tourner vers moi, je voulais choisir. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je l'ai fait tout de suite. Mais vous parliez d'usurpation, de sentiment d'usurpation. Est-ce que ce César, par exemple, vous a aidé à vous sentir plus légitime ? Ou à quel moment, sinon, vous êtes senti plus légitime ? Ah non, le sentiment d'usurpation est venu avec le César. Ah d'accord, carrément. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de quand même très étonnant, quoi, que les choses se soient enchaînées de façon aussi simple, sans même en plus avoir été là à la suite d'un désir que j'avais pu ni formuler ni même éprouver. Oui. Tout était une sorte de surprise, de réaction en chaîne que j'étais forcée de voir comme réelle, mais c'était quand même particulier. Alors j'en suis très heureuse, hein, et j'en ai été très heureuse tout de suite. Et quand je vous dis que j'ai commencé à comprendre très vite que ça me donnait un pouvoir et presque d'une certaine façon une responsabilité sur ma propre carrière, hein, seulement, parce que j'ai jamais pensé que j'avais une responsabilité par rapport à quiconque, mais sur ma propre carrière et dans ma façon de pouvoir trouver une place dans le cinéma, et c'était très très agréable. Alors vous n'avez jamais hésité à passer de la comédie populaire au cinéma d'auteur. Qu'est-ce qui oriente vos choix ? Les propositions, les opportunités en fait, c'est-à-dire que j'aurais pu certainement me battre plus pour pouvoir m'extirper de certains rôles dans lesquels on me mettait de façon un peu systématique à un moment donné. J'aurais pu me battre un peu plus pour ouvrir encore plus le champ des possibles, mais quand même je trouve que je l'ai pas mal ouvert, même si ce que vous dites là me touche, parce que je comprends que du coup vous savez vraiment les choses que j'ai faites, mais les gens n'en sont pas forcément conscients. Je reste quand même, pour la majeure partie même des gens du métier, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore rencontré une directrice de casting que je n'avais pas vue depuis peut-être 20 ans, qui était surprise de la personne que j'étais en face d'elle. Ah oui. Croyant que, me limitant à certains rôles que j'avais pu faire, qui étaient probablement les rôles les plus marquants aussi. Hein, voilà, donc j'en veux à personne de ne pas forcément avoir eu plus encore d'idées, parce que je trouve que j'ai fait des balades Elle n'avait pas vu le Summer, alors. Elle n'avait pas vu le Summer, je ne sais pas. Quel dommage. Pas, mais vous l'avez vu, apparemment. Alors vous vous êtes même essayé à la série sur Netflix, la série Marseille, dans laquelle vous incarnez l'épouse du maire, interprétée par Gérard Depardieu. 2 saisons et un tournage qui vous a obligé à vivre à nouveau dans la cité phocéenne. Obligé, oui. Et c'est dur. C'était comment cette expérience ? C'était effectivement revivre Marseille au quotidien, comme je ne l'avais pas vécu depuis plus de 20 ans. Enfin 25 on va dire à peu près, ça doit être ça. Avec évidemment un petit vertige de se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu quand même, parce que c'est vrai que en plus j'étais logée dans un hôtel qui est sur le Vieux-Port et une lumière du matin, vraiment quelque chose d'idyllique. Je pense que quand les étrangers ou les Français viennent à Marseille se réveiller comme ça, je pense que on est amoureux immédiatement de cette ville et de cette lumière, déjà ne serait-ce que ça. Et donc j'ai aimé être là au quotidien, travailler à Marseille, vivre à Marseille, être dans les transports à Marseille, retrouver des quartiers parfois qui sont des quartiers de mon enfance, découvrir des quartiers que j'ai pas vraiment eu l'opportunité de connaître parce que je suis quand même partie très jeune adulte de Marseille. Et ça a été une redécouverte presque de votre vie. Ah oui, vraiment. En tout cas, pas vraiment une redécouverte parce que j'y vais régulièrement, mais disons que si j'y vais 1 ou 2 fois par an, c'est quand même pas un quotidien. Là, j'ai eu 2 fois 3 mois
où j'ai vraiment eu l'occasion de m'installer et de vivre aussi avec les Marseillais, certains que je connaissais déjà et que j'ai eu du plaisir à fréquenter de façon plus régulière, et d'autres que je connaissais pas encore et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à me sentir en famille, quoi. Enfin, À la maison. Ouais. Alors quand on parle de Marseille, les mots identité et appartenance reviennent très souvent. C'est un sentiment fort et sur les réseaux sociaux, de nombreux Marseillais se sont emparés du hashtag « Nous sommes Marseille ». Pour vous, c'est quoi être marseillaise ? C'est vrai que j'y suis née, certes, donc je me sens totalement marseillaise parce que mon cœur a battu dans cette ville pour la première fois et a battu de très nombreuses années au rythme des matchs de foot, du soleil, des films aussi que j'ai découverts là-bas, de la musique, de mes amis, de mon école. Simplement ma vie, en fait, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je mettrais des mots, des adjectifs. C'est vraiment plus une question de lumière et de battement de cœur simultané. La mer aussi, bien sûr. Mais oui, voilà. Après, c'est difficile parce que forcément, j'aurais certainement développé un sentiment différent simultanément de ces mouvements qui existent, certainement. Possiblement, en tout cas si j'avais vécu en tant qu'adulte là-bas, si j'avais fait une vie de famille là-bas, tout ça. C'est évident que pour moi, c'est d'abord lié à l'enfance et à quelque chose qui serait une version modianesque de la ville, en fait. Voilà, donc une sorte de chemin, des chemins, des détours, des recoins, des apparitions, et aussi des endroits qui ont disparu, ou au contraire qui ont surgi. Alors justement, on va parler d'art. L'art a toujours occupé une place importante dans votre vie. Votre père, Roger Pellas, a rencontré votre mère aux Beaux-Arts déjà. Et menuisier. Parce que mon grand-père maternel était le directeur de l'école de Lumini. D'accord, en plus. Ah oui, donc ça part de très loin. Et menuisier de formation, votre papa, il est devenu un galeriste de renom au début des années 80. Sa galerie d'art est devenue l'une des plus grandes d'Europe. Il a exposé, entre autres, Daniel Buren, Jeff Wall, Dan Graham et beaucoup d'autres. Que vous a-t-il transmis, ainsi que votre mère, en fait ? Que vous ont-ils transmis concernant l'art ? Certainement un contact, un rapport simplifié à l'art contemporain, là où d'autres familles, évidemment, auront besoin de plusieurs marches pour pouvoir se sentir autorisées à même poser un regard déjà sur l'art contemporain. Donc, d'une certaine façon, il était menuisier, ou s'il avait été cordonnier ou boucher, la boucherie aurait été dans mon éducation. Et en fait, il se trouve que là, il y avait cette opportunité tout à fait extraordinaire d'être en contact avec les œuvres elles-mêmes, mais aussi avec les artistes, mais aussi avec des galeristes et des collectionneurs. Des gens qui ont voué leur vie entière à l'art. Et mon père, c'est finalement quelque chose qui semble être arrivé relativement tard dans sa vie. Donc j'étais moi-même déjà adolescente. Je pense que la première exposition qu'il avait faite, c'était à la Fête de la Rose. C'était en collaboration avec la galerie Denise René, si je ne me trompe pas. Et c'était une exposition sur l'art cinétique. Donc il arrivait dans l'art contemporain par un art qui est peut-être plus facile d'accès que les choses qu'il a ensuite défendues. Il y avait de ma part une curiosité vis-à-vis de ce qu'il m'offrait à voir et à découvrir, mais aussi liée à son parcours à lui, à comment est-ce que, issu d'une famille de gens qui n'étaient pas forcément tournés vers la culture, mais qui étaient des gens très intelligents, mais pas dans cette éducation-là, qui ne l'ont pas éduqué comme ça, comment est-ce que la transmission a pu se passer à travers justement les liens du mariage et l'histoire de la belle famille qui a pu à la fois le challenger et aussi le stimuler pour ouvrir son esprit à d'autres choses. Et je pense que c'était un type qui avait pas vraiment qui, quand il s'engageait dans quelque chose, en tout cas, voulait pousser le parcours le plus loin possible, en fait. Je pense que c'est une chose que j'ai héritée de lui, au fond. D'une certaine façon, mon ouverture à l'art est passée presque en second, derrière le spectacle qui m'a été offert de cet homme qui, tout à coup, était dévoré par cet amour de l'art et par
éventuellement même les absences qu'il pouvait y avoir à la maison auxquelles je pouvais assister parce que tout à coup, le week-end, s'il ne travaillait pas, il avait le nez plongé dans des livres d'art ou des catalogues ou des revues. Et voilà, de sentir à quel point tout ça le passionnait et à quel point il était prêt à sacrifier beaucoup de choses, et y compris parfois la compréhension des autres, des siens, des gens avec qui il travaillait auparavant dans la menuiserie, jusqu'à ce que finalement les choses se mettent en place et que en fait ça semble assez évident. Mais je sais que ça a été source quand même de beaucoup de combats, même y compris par rapport à la ville d'ailleurs. Oui. Au départ, ce qu'il avait créé, c'était une association. C'était l'ARCA, l'Association régionale pour la création artistique, et qui vivait aussi grâce à des financements du coup de la ville, et qui promeuvait quasiment exclusivement des artistes marseillais. Ça, c'était le début. Et après, ça a effectivement un peu évolué vers... oui, c'est ouvert au monde, on va dire. Alors en 2005, lors du décès de votre père, Marseille lui a rendu hommage. Il a été dit, je cite, « Sans ce galeriste engagé, l'art contemporain ne serait rien ou pas grand-chose à Marseille. » Alors que reste-t-il de son héritage et que pensez-vous de ce qu'il se passe culturellement actuellement à Marseille ? Mais alors ça, malheureusement, quel a été son héritage ? Je n'en sais pas grand-chose. Parce que ne vivant pas à Marseille, je ne sais pas vraiment comment la ville est animée, par qui elle est animée. Je sais que parmi les gens avec qui mon père a travaillé, il y a des gens qui ont vraiment essayé je sais qu'il y a une part active dans la vie artistique de Marseille aujourd'hui, notamment Jérôme Pantalacci. Mm-hmm. Mais je le sais plus par des liens intimes, parce que justement il a été un collaborateur de mon père et parce que ma mère est restée proche de lui. Je ne sais pas, depuis c'est 2013, ça bouge. Oui, voilà, c'est vrai parce que je sais qu'il se passe beaucoup de choses. Je sais que aussi quand Marseille a été la capitale européenne de la culture, qu'il y a aussi énormément de choses qui se sont produites à ce moment-là. Je suis plus au courant, je vous avoue, de l'ouverture des restaurants. Mais on va en parler justement. Que des galeries d'art, ce qui paraît bizarre. Mais je pense que c'est aussi, à partir du moment où je ne vis plus à Marseille, où mon père est mort, mon rapport avec la ville est forcément différent. Bien sûr. C'est pas quelque chose d'aussi vivant. Quand je vais à la FIAC, par exemple, j'ai une sorte de détachement, alors que je sais à quel point chaque année ça le mobilisait et à quel point ces stands étaient applaudis. Et je n'ai pas fait une croix sur tout ça, mais je regarde ça avec une petite distance, qui est peut-être pas très honorable ni très courageuse. Mais sans lui, ça n'a plus la même saveur. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit qui ni se revendiquerait de son héritage, ni simplement ferait son travail et accomplirait son destin à travers l'art. Non, j'ai pas vraiment fait acte de présence auprès de ses éventuels héritiers, si toutefois ils se revendiquent de lui. Alors vous disiez que vous étiez de passage à Marseille 1 à 2 fois par an. Alors je sais, c'est très peu, mais avez-vous des adresses fétiches, des endroits où vous aimez aller quand vous venez ? La Maison Empereur. Chaque fois que j'y vais, même si j'y vais une demi-journée, je passe par la Maison Empereur. J'essaye toujours d'aller rendre une petite visite à la Cité radieuse. Et oui, je grimpe toujours sur la terrasse et je vais me promener dans les allées. C'est mon temple, en fait, à Marseille. Qu'on appelle le Corbusier, ou le Corbu. Le Corbu, ou la maison du Fada. Voilà. Jamais aller au stade. Ah ouais. Ouais. Vous êtes supportrice ? Ou c'est l'ambiance ? Mon père était junior à l'OM. Ah ouais. Ouais, avant d'être menuisier. Quel parcours. Il a eu un parcours assez éclectique. Ouais. Et j'aime énormément aller au stade. Aller au stade, mais quand vous êtes à Paris, vous suivez pas forcément les matchs de l'OM ? Si. Ah si. Si. Ah vraiment ? Oui, je suis supportrice de l'OM. Ok, super. Ouais. Vous parliez de restaurants tout à l'heure. Il y en a un peut-être qui vous vient en tête ou... Alors mes restaurants préférés à Marseille, ceux où je ne manque jamais d'aller aussi quand j'arrive, la Cantinetta au Pont Julien. Bien sûr. Et du coup Otto, qui est dans le 8e, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le restaurant d'Alexandre Maza aussi AM, qui est aussi dans le 8e. J'ai eu la chance d'avoir des repas déjeuner ou dîner au Petit Nice pour des occasions géniales, mais ça reste quand même un restaurant fantastique. Ça fera plaisir. Pas pour toutes les bourses. Gérald Paseda. Oui, de Gérald Paseda. Qui est maintenant un peu à Paris. Oui, je sais. Je ne suis pas encore allée à la brasserie du Lutetia. Je suis pas allée.
Et puis après, vous profitez de la famille, quoi. C'est aussi pour ça que vous venez. Oui, mais j'avais beaucoup pour manger quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, il y a Mémé, que j'aime bien aussi. Ah ouais, je connais pas. Ouais. Ça alors. Mémé. Oui, Mémé. c'est ça. Je sais plus, c'est Boulevard Longchamp ou quelque chose comme ça. Je vérifierai, on le notera. C'est bien. Rue d'Aubagne, vous avez testé un petit peu les nouveaux? La Mercerie, Lima. Oui, alors la Mercerie, justement, c'est celui-là le dernier. Épicerie idéale. L'épicerie idéale, j'adore l'épicerie idéale. C'est aussi une des autres adresses que j'adore. De Julia je connais un petit peu Samut. Julia Samut. Ouais. Bah, globalement, les choses qui sont dans le fooding sont quand même des très bons choix. Oui, ça bouge bien. Et j'ai beaucoup aimé le restaurant, comment ça s'appelle, de l'hôtel Les Beaux Rivages. Le bord de mer? Les bords de mer. Les bords de oui, mer. C'est ça. Voilà. D'accord. Oui, le restaurant, oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé ça super. Une vue incroyable. Avec une vue démente. Ouais. Oui, il faut se mettre au bord de la fenêtre. C'est ça. Par contre, c'est mieux. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse qui demande des réponses courtes et spontanées. Donc ne me dites pas, il fallait me le dire, j'aurais préparé. Non. Tant pis, vous aurez des réponses pourries. Non. En général, je réfléchis au moins 48 heures à ce genre de questionnaire, mais c'est pas grave. Non, vous allez voir. Si Marseille était une image. Des rochers calcaires sur lesquels le soleil tape. Si Marseille était une chanson. Eh ben, tant pis, hein, vous avez voulu spontané. Alibert, la Canebière. Et ben voilà, on peut la fredonner même, on est là, on est tranquille. Si Marseille. Mais sinon, la deuxième chanson qui Ah. me vient, c'est le premier concert où je suis allée quand j'avais 15 ans, qui était un concert des Pogues, donc une chanson de Shane McGowan. Si Marseille était un film. Le premier aussi qui me vient à l'esprit, Marius. Et votre expression marseillaise préférée? Non, je pense à une phrase, je crois que c'est dans Pagnol, dans un film de Pagnol. Ouais, je crois que c'est la mère, c'est Honorine, oui, qui dit je suis toute estrancinée. Oula. Alors là, il faut Alors traduire là- parce que même moi, je sais Ah pas. ben voilà. Estrancinée. Croyez-vous? Non, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Je chercherai. Géraldine, merci 1000 fois de m'avoir consacré un peu de votre temps. C'était un plaisir. Alors à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et de me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Géraldine, vous écoutez des podcasts un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. J'écoute ni la radio, ni les podcasts. Va falloir vous y mettre du Oui, coup. bah Au moins pour vous écouter, vous. Oui, mais en fait, je passe beaucoup de temps devant des images. Ouais. Et quand je suis libérée de ces images, j'écoute les bruits de la ville. Vous avez bien raison. Allez, à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.